Bon, regardez, je vais vous parler de toutes les compagnies, selon moi, qui reviennent avec des V8. J'en parle souvent, je fais des épisodes spéciaux sur les pick-up, autant que les muscle cars, ces choses-là. Aujourd'hui, je fais un résumé de toutes les promesses qu'on a eues un peu côté manufacturier. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Est-ce que 2026 va être l'année du fameux retour des V8 pour plusieurs manufacturiers? Telle est la question que je me pose aujourd'hui. Regardez, j'analyse le marché, qu'est-ce qui se passe, les changements politiques, tout ça. On va se le dire, si la tendance se maintient, avec les changements politiques qu'il y a eu aux États-Unis, il y a des fortes chances que plusieurs manufacturiers reviennent avec des V8, reviennent à une ancienne recette, reviennent à écouter un peu leur clientèle. On va se dire, dans les dernières années, les manufacturiers étaient plus occupés à satisfaire un peu leurs shareholders, là, ceux qui ont le gros des actions, là, et vraiment plaire aux politiques, puis essayer de survivre à toutes les nouvelles lois d'émissions écologiques, environnementales, que peu importe, les États-Unis, le Canada, l'Europe en entier essaie de leur implanter. Puis moi, je vois ça, regardez, si le changement se passe, si la mode change présentement, je pense qu'on va voir les couple de dernières années, peut-être les 4 dernières années, même peut-être 8 dernières années, comme des années noires de l'automobile. L'année qu'ils ont essayé de forcer de changer les véhicules pour des véhicules électriques, essayer de diminuer de plus en plus les cylindrées, puis de les étouffer avec toutes sortes d'émissions, un peu comme ils ont fait un peu dans les années 80, avec des nouvelles lois d'émissions, qu'on avait des V8, mais ils étaient tellement bouchés qui n'était pas capable de performer avec des bumpers LED, tout le kit. Je pense que ça va rester gravé un peu dans l'histoire automobile comme des années noires, là. Présentement, que vous soyez pour ou contre, si vous êtes un enthousiaste automobile, vous aimez les moteurs à essence, c'est des bonnes nouvelles aujourd'hui. Je pourrais vous dire que où est-ce qu'on s'en va, même s'il y a des gros changements, puis ça fait peur aux gens, c'est pour le mieux si vous êtes enthousiaste automobile, surtout si vous aimez les gros moteurs, surtout si vous aimez tout ce qui est aftermarket, les modifications automobiles, va renaître cette année, puis il va être en santé en 2026. Bon, regardez, je vais vous parler de toutes les compagnies, selon moi, qui reviennent avec des V8. J'en parle souvent, je fais des épisodes spéciaux sur les pick-up, autant que les muscle cars, ces choses-là. Aujourd'hui, je fais un résumé de toutes les promesses qu'on a eues un peu côté manufacturier. Tout d'abord, on part avec BMW. Ils l'ont dit, le marché des États-Unis, pour eux, et le marché du Moyen-Orient, tout ce qui est un peu pays arabes, c'est des marchés qui sont très, très, très importants pour eux, puis c'est des marchés qui aiment les V8. Alors, ils disent qu'ils vont revenir avec des V8, puis qu'ils vont continuer de faire des V8, puis que c'est important pour eux de continuer là-dedans parce qu'il y a trop une grosse demande côté clientèle. Si on va chez Mercedes, on va se le dire, ils ont essayé de remplacer des modèles qui étaient des icônes pour la marque Mercedes, surtout version AMG. Si on pense à la Mercedes C63, qui ont essayé de faire un 4 cylindres hybride. C'est beau essayer de faire des chiffres, puis dire que l'accélération est mieux, puis ci, puis ça est mieux. Si les gens n'aiment pas conduire le véhicule, bien, souvent, il y a des gens qui vont être prêts à faire un sacrifice de peut-être de quelques milliers de secondes de 0 à 100 pour avoir une mécanique qui aime un V8, le son d'un V8, l'expérience d'un V8. On va se le dire, là, un beau moteur, surtout un moteur allemand, qui est bien balancé avec un beau son, qui a une belle puissance linéaire, c'est dur à battre pour les passionnés mécaniques. Un hybride, là, regardez, là, j'ai tout le temps mon fameux terme, c'est un terme anglais, c'est clunky. C'est tout le temps un coup avec un autre. Cette semaine, je conduis un Mercedes hybride branchable. Puis dans le froid, je trouve que des fois, il ne sait pas quoi faire. Le moteur électrique, le moteur à essence, des fois, il donne un coup, des fois, il donne pas de coup, des fois, il est smooth, des fois, il est pas smooth. C'est pas une belle expérience mécanique. Puis je pense qu'à un moment donné, il y a un certain premium qui a été mis en place.
Puis aussi, ça reste dans la tête des gens que un 4 cylindres, c'est le modèle cheap. Le 6 cylindres, c'est celui qui coûte un petit peu plus cher. Puis le V8, c'est premium. Veux pas, côté marketing, les gens qui peut-être qui sont un petit peu moins mécaniques, c'est rester implanté dans leur tête de cette façon-là que automatiquement, ils associent un V8 à quelque chose de premium. C'est sûr et certain aussi qu'on associe des V10, V12. Mais là c'est ultra premium. C'est une autre expérience. Puis la part des gens qui critiquent ça, je pourrais vous dire, d'un, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas passionnés et il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais testé plusieurs moteurs. Combien d'entre vous avaient conduit des V12, des V10, des V8 Twin Turbo, Supercharge, des V8 7 litres? À un moment donné, c'est beau critiquer, mais si vous ne l'avez jamais testé, parfois, je parle à des gens, je suis comme, ils me disent, ouais, mais ça, c'est la merde, puis ci, puis ça. Je suis OK, mais toi, qu'est-ce que tu as testé dans ta vie? C'est quoi ton expérience de ce côté-là? Oh, je conduis un Yaris, un Néon, puis un Corolla, puis une fois, un F-150 à mon beau-père. Tu sais, à un moment donné, il faut que... C'est la même chose qu'en gastronomie. Tu peux pas dire que les spaghettis de ta mère, c'est le meilleur si tu n'as jamais sorti de chez vous. À un moment donné, c'est un petit peu ça. Même si tu aimes ta mère, même si tu penses que c'est vraiment le meilleur, si tu n'as jamais assis un autre spaghetti que celui de ta mère et celui de ta grand-mère, mais à un moment donné, tu compares avec deux spaghettis. Tu commandes. Tu n'es pas en train de dire j'en ai testé 50 dans les plus grands restaurants du monde. C'est un petit peu ça, un peu, dans l'automobile. Les gens qui ont l'argent pour acheter les modèles, surtout quand on tombe dans des BMW, Mercedes, AMG, ces choses-là, qui déboursent plus de 100 000 $, à un moment donné, avoir une expérience qui donne un coup, puis ça sonne mal, puis ci, puis ça, à un moment donné, tu es comme, pourquoi je paierais des 100, 150 000 $ pour une affaire qui est moins bon, puis souvent, qui donnait une moins bonne expérience que l'ancien modèle. Puis là, présentement, à cause qu'il y a tellement eu des implantations des gouvernements pour changer plein de choses, on est rendu avec plein de modèles de toutes, là, autant de base que de luxe, qui sont moins bons que l'ancienne génération. On se rend compte que là, tu sais, je vais vous donner un exemple. Avant, Chevrolet faisait un Equinox avec le 2 litres. C'était un bon camion, il avait une bonne puissance, il était quand même économique, c'était le fun à conduire. Là, ils font plus de 2 litres, il y a rien qu'à 1.5. Là, 1.5, il avance pas, il est dur sur le gaz, il fait un bruit de merde, puis le monde n'en veut pas. Là, c'est juste comme pour répondre à la demande globale, puis là, dans tel pays, si tu dépasses plus qu'un 1.5 litres, t'es pénalisé, puis en Europe, avec vos malus, moi, je vous le dis, là, les Européens, là, moi, le malus, ça serait ça serait assez pour sortir la guillotine. Ça ne fait aucun sens en Europe, les malus. Là. Révoltez-vous, là, faites quelque chose. Là. Ça fait aucun sens. Il y a plus de taxes que le véhicule en vaut. Là. À un moment donné, là, c'est beau mettre ça sur l'environnement. Essayez de suivre l'argent. Trouvez où vos taxes vont. Là, essayez de voir où qu'elle va vraiment, votre argent. Faites des enquêtes. Qu'ils en fassent pour de vrai. Là. Ils le font jamais. Allez, gars, je ne tomberai pas là-dedans. Là. Moi, je trouve que c'est des excuses pour brancher de l'argent. On continue dans les V8. C'est sûr, certains que chez Dodge, là, ils reconsidèrent. Ils ont flushé l'autre CEO là, qui était brainwashé un peu mondialiste. Là, ils ont remis quelqu'un en place qui a de l'allure chez Ram. Ils ont remis quelqu'un qui a de la place chez Dodge. Autant chez Ram que chez Dodge, ils reconsidèrent remettre des V8. Autant dans le Ram 1500 que dans les Chargers, ces choses-là. C'est une bonne chose de ce côté-là. Ils le voient. Le backlash est tellement fort côté pour le Charger EV. Vous ne le réalisez pas. Il y en a d'entre vous que vous êtes passionnés d'électrique, puis vous avez un peu des œillères, là, que c'est comme « Ah, je suis au Québec, puis le monde aime ça. » C'est pas parce qu'au Québec puis dans ta ville que c'est cool d'avoir un Charger EV que ça l'est cool dans tous les États-Unis puis dans le reste du Canada. Aux États-Unis, le backlash est très fort. Même le CEO de chez Dodge, il dit on s'attendait que la réponse serait pas acceptée de tout le monde, mais il pensait pas que ce serait à ce niveau-là. Puis là, il commence à dire que c'est irritant, puis c'est lourd, puis que c'est quasiment insupportable. Mais moi, je m'en attendais. Tu ne peux pas passer du jour au lendemain à faire des 6.4 litres, 392 Hemi, puis des Hellcat, puis des Red Eye, puis du jour au lendemain, tu rends ça
électrique avec une espèce de speaker qui fait du bruit. Les passionnés détestent ça. Détestent ça pour mourir. C'est sûr et certain que le backlash allait être là. Fait que chez Dodge, on continue à faire des V8. Ça va revenir. Et on espère qu'ils vont avoir assez de temps pour faire une nouvelle génération de V8, puis pas juste nous planter un vieux moteur. Ça compte pour toutes les gammes. Parce que là, l'affaire qu'il y a, c'est qu'au lieu d'avoir peaufiné des bons moteurs qui étaient déjà très bons, puis qui avaient un bon ratio performance, consommation d'essence, ces choses-là, ils ont arrêté d'investir là-dedans parce qu'ils étaient forcés à faire des véhicules électriques, puis il y en a d'entre eux autres qui n'étaient pas prêts. Puis on le voit. Il y en a d'autres qui étaient plus prêts. Des compagnies comme GM, puis Hyundai, puis ces choses-là étaient plus prêts. On va se dire, des compagnies comme Volkswagen, tout ça, même quasiment tous les Allemands, ils n'étaient pas tellement prêts à faire des véhicules électriques. Puis, on dirait qu'ils n'aiment pas ça, faire des véhicules électriques. Ça se voit. c'est comme... Allez, gars. Ça, c'est mon avis. Chez GM aussi, on continue d'investir dans les V8. Ça, eux autres, même s'ils sont forts sur l'électrique, peu importe ce qui se passait côté politique, eux autres, ils ont dit, on continue d'investir dans les V8, une nouvelle génération de V8. Ils ont investi plus d'1 milliard pour la nouvelle génération de V8 pour les camions. Ils continuent à en faire aussi pour Cadillac puis la Corvette. Mais de ce côté-là, eux autres, ça a toujours été un petit peu leur formule secrète un peu chez GM. Ils continuent à faire des V8. Pendant que Ford faisait des EcoBoost, là maintenant, chez Ram, Fang des Hurricane, eux autres, ils ont toujours été comme, on continue à faire des V8, on va faire un 4 cylindres pour répondre à certaines choses, là, si le monde en veut. Mais ils ont toujours été forts de ce côté-là. Puis je pense que leur moteur, surtout le 5.3 litres, le 6.2 litres a eu beaucoup de problèmes dernièrement. J'avais fait un épisode là-dessus, vous pouvez aller le voir. Je pense que côté simplicité, fiabilité, consommation d'essence, remorquage, tout ça, un V8 5.3 litres, c'est comme une vieille formule qui marche bien. C'est juste qu'ils ont juste besoin de l'améliorer. Puis sans le rendre moins fiable avec des trucs d'émission qui fait pas de sens. Chez Audi, ils ont dit que la prochaine génération d'RS6 ne serait pas électrique. Elle va avoir toujours un V8. RS6 électrique, qui veut ça? Je pense que les gens qui achètent des RS6, c'est des gens qui veulent un véhicule qui performe sur l'autoroute, qui va performer sur l'autobahn, qui a un gros son. C'est comme un AMG. Il faut que ça aille un son V8. Ça fait pas de sens de ce côté-là. Fait que chez Audi, même à ça, même s'ils poussaient fort le brand e-tron, je pense qu'ils vont continuer à faire des 8 de ce côté-là. Chez Ford, ça a été admis par le CEO qu'il allait faire des V8 jusqu'à temps que ça soit illégal ou interdit de le faire. Fait que c'est une promesse qu'ils ont faite un peu à leur clientèle, autant pour la Mustang, autant que pour les F-150, puis que leur édition spéciale comme les Raptor R, ces choses-là. Fait que ça, je trouve ça bien de ce côté-là. Ça a été annoncé. Puis eux autres, ils l'ont annoncé peu importe qu'est-ce qui se passait. Côté politique, je pourrais dire. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, chez Lexus, ils sont en train de travailler sur un nouveau supercar. Ça va s'appeler une LFR. Puis, qu'est-ce qu'on peut entendre sur le Nürburgring? Ça va être un V8. Puis, autant que je suis pro, je pourrais vous dire, V8 américain, V8 allemand, je pense qu'il y a un énorme potentiel perdu côté japonais. Ils sont très bons pour faire des V8. Le V8 qui était dans les Tundra était excellent. Le V8 qui était dans les Titans chez Nissan était excellent. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel à faire des V8. Fait que là, il revient avec un supercar. Ça ressemble un peu à une espèce de AMG GT, je pourrais dire, là. Puis on dirait que ça va être une espèce de GT3 là, qu'ils appellent. Là. Je pense qu'ils vont se remettre dans la course. Ils vont mettre un V8 là-dedans. Puis ils vont venir compétitionner, d'après moi, contre les Porsche GT3 RS puis les Mustang GTD, ces choses-là. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Puis je sais que ces compagnies-là sont capables de faire des beaux moteurs. On va se dire, là. Autant Honda que Toyota, que Ford, que GM, que Dodge, que Audi, Mercedes. Toute la gang sont capables de faire des beaux moteurs. C'était ça la magie de ces manufacturiers-là. C'était qu'ils étaient un peu comme des horlogers un peu de montre.
Puis, c'était ça leur secret pour planter un peu les Chinois. Les Chinois sont dans l'électronique, puis les batteries sont bons. Mais moi, je m'excuse, je suis encore au school. J'aime mieux une Rolex qui est avec une horlogerie dedans qu'une Apple Watch. C'est un petit peu ça. Puis je pense que de nos jours, il y a de la place pour les deux. Il y a de la place pour la Apple Watch, puis il y a de la place pour la Rolex. Puis ça reste aux gens de pouvoir décider lequel qu'ils aiment entre les deux. Puis pas obligé que tout le monde ait une Apple Watch. Puis, peu importe comme quelqu'un m'a déjà dit chez Ford, regardez, je ne nommerai pas son nom, il faut faire des Lightning puis des Mach-E si on veut faire des GTD. Ou des Raptor R. C'est ça qu'il m'avait dit. Fait qu'en gros, c'est comme faire des véhicules plates qu'on n'aime pas pour pouvoir faire des véhicules cool. Fait que eux autres, c'est un peu leur philosophie un peu qu'ils font pour répondre à toutes les lois et les émissions. Mais à un moment donné, dernièrement, c'est plate à dire, s'il n'y aurait pas eu un changement aux États-Unis, l'automobile serait devenu avec zéro passion. Ça serait devenu tous des véhicules électriques, tous des véhicules qu'on n'aurait plus le droit de conduire. Ça serait tous des trucs avec des autopilotes. C'était des gens qui ne voulaient plus qu'on conduise, qu'on modifie nos véhicules, qu'on fasse du bruit avec nos véhicules. C'était des personnes qui sont anti-véhicules. Puis même là, l'avenir n'était pas belle, je pourrais vous dire. Si ça aurait continué de l'autre côté, là, aux États-Unis, puis où est-ce qu'on s'en allait avec le Canada. Là, ça nous donne une lueur d'espoir pour un avenir plus fun, plus enthousiaste, plus on écoute les consommateurs au lieu juste d'essayer d'arriver de plaire au gouvernement puis plaire aux shareholders. Parce que les shareholders, là, ceux qui mènent les compagnies, eux autres s'en foutent un peu de la clientèle. Ils veulent des espèces de super cruise, là, puis de trucs que tu vas avoir des abonnements par mois, puis mettre des publicités dans ton véhicule pour dire, ben mes abonnements me rapportent 2 milliards par année, comme Netflix, là. Puis même là, j'ai vu un rapport dernièrement, il dit Super Cruise chez GM, il prévoit que ça va leur rapporter peut-être 2 milliards en abonnements par année. Fait que c'est tous des trucs qu'ils voulaient pousser pour faire plus d'argent, puis à long terme, un peu, tout effacer les passionnés. Puis les gouvernements implantaient beaucoup des lois aussi pour détruire les passionnés, parce que là, les nouveaux véhicules s'en venaient de moins en moins passionnés, de plus en plus comme surveillés, Big Brother. On peut plus faire ce qu'on veut. Regardez le Mercedes cette semaine, j'essaie de le faire réchauffer. À un moment, tu sors de l'auto, il arrête l'auto. Je ne suis pas capable de le faire réchauffer. Ça me prend l'application, mais je ne peux pas avoir l'application, je ne suis pas le propriétaire du véhicule. Fait que, ça vient des espèces de machines qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Puis, moi, ça m'écoeure une machine que, tu sais, hey, je veux que tu fasses ça, tu le fais pas, puis à ta stine, ça passe pas avec moi. Puis plus qu'ils voulaient avoir un certain contrôle sur ces véhicules-là, plus qu'ils voulaient implanter des raisons environnementales, ils allaient venir avec des nouvelles lois pour nous interdire de, justement, recycler, réparer nos véhicules usagés. Puis être obligé d'être dans des machines qu'on ne voulait pas. Il y a certains pays qui commencent à faire ça aussi, que après certaines années, ton véhicule est trop vieux, il est trop polluant. Fait que tu es obligé de t'en débarrasser parce qu'il devient plus légal. Mais, en bout de ligne, qu'est-ce qui est vraiment le pire pour l'environnement? Un espèce de véhicule électrique jetable qu'à la moindre accident, il est scrap, ou après, je ne sais pas combien d'années, mais là, il ne performe plus, ou l'update n'est plus là, faut que tu le changes, ou réparer un vieux véhicule, puis le garder pendant 10 ans, 20 ans. C'est quel qui le pollue le plus entre les deux? C'est à vous de me le dire, là. Mais c'est sûr et certain que quand tu gardes ton auto 10 ans, 20 ans, c'est pas très rentable pour toute l'industrie. Mais en bout de ligne, ça donne une espèce de flexibilité aux gens. On va se dire de nos jours, là, présentement dans le marché, on regarde, là, ben, acheter un véhicule neuf, les taux d'intérêt ne sont pas là. Puis je vous dirais que la part des véhicules sont 10-20 000 trop chers. Véhicule usagé, le taux d'intérêt, c'est juste dégueulasse. C'est pas, ça revient quasiment au même prix qu'acheter un auto neuve à un meilleur taux. Fait que là, il nous reste quoi pour les gens qui disent, ben là, moi, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, là, je vais attendre. Il reste des véhicules plus vieux, plus âgés, qui sont faits réparer, peut-être qu'on peut acheter cash. Mais là, si bientôt ils veulent interdire ces véhicules-là,
Ça marchera pas. Mais c'est un peu ça qu'ils voulaient faire. Allez, gars. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes content que les V8 vont revenir? Est-ce que vous voyez ça un petit peu à venir un peu plus positif pour les enthousiastes automobiles? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas, je suis un des seuls médias indépendants au Québec, dans l'automobile, même au Canada, en français. Votre support est très apprécié. Si vous voulez que je garde un peu mon indépendance, un peu mon franc-parler, sans voir Big Brother qui vient me dire t'as pas le droit de dire ça, puis tu devrais faire ci, puis faire ça, puis parler contre telle personne. Ça m'apporte un soutien, ça nous aide à rester indépendants, ça nous aide aussi à ne pas vous bombarder de publicité. C'est très apprécié. Fait que cliquez sur le bouton abonnement VIP. En plus, on vous donne des vidéos exclusives. On répond à vos questions durant les vidéos. Puis, vous avez jusqu'à 25 épisodes qui n'est pas disponible à Monsieur Tout-le-Monde. Fait que vous êtes une belle gang. J'apprécie tous ceux qui m'encouragent en VIP. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se revoit dans un prochain podcast.